on accuse Donald Trump d'être une menace pour la démocratie américaine, alors que de toute évidence, c'est plutôt le camp d'en face qui a montré qu'il était capable de tout pour conserver le pouvoir et tenter de réduire au silence ses adversaires politiques. Cette couverture journalistique, ensuite, n'a fait que focaliser le temps d'antenne sur les méfaits supposés de ce monsieur Trump. 4 ans de présidence Trump, puis 4 ans de présidence démocrate, ont plutôt démontré que la politique belliciste était du côté des démocrates. Bonjour Monsieur Rémy Tel. Bonjour, merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir, merci à vous d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Je vous reçois aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'Hôtel Bristol de Genève pour parler de votre dernier ouvrage, La chute de Prométhée, dans lequel vous explorez les profondes fractures idéologiques et morales qui divisent nos sociétés contemporaines. Vous y évoquez également les dérives technologiques actuelles et la perte de repères spirituels. À travers une relation épistolaire complexe entre deux amis, vous interrogez les limites de la réconciliation dans un monde qui, malheureusement, ma foi, est de plus en plus polarisé. L'amitié forte que vous décrivez est celle de Rémy, donc le protagoniste, dont le nom suggère une dimension autobiographique, et de son ancien professeur désigné par son initiale P. Cette amitié a été rompue par des divergences idéologiques, notamment autour de la figure de Donald Trump et autour de la pandémie. Je vous propose qu'on se concentre dans un premier temps sur la figure de Donald Trump parce qu'il est actuellement au cœur de l'actualité, n'est-ce pas? Les élections américaines sont imminentes. On apprend dans l'ouvrage qu'en août 2016, avant même son élection, vous avez distingué le potentiel extraordinaire, là je reprends vos mots, du futur président et vous avez pris conscience de, je vous cite, toute la malhonnêteté du traitement journalistique réservé aux candidats à la Maison-Blanche. Alors j'aimerais comprendre dans un premier temps, Monsieur Rémy Tel, selon vous, de quoi exactement les médias sont-ils coupables? Merci beaucoup Laetitia de me recevoir et avant de répondre à votre question, si vous le permettez, je voudrais dire que d'abord cette histoire est complètement autobiographique. Elle correspond exactement à cette relation que j'ai eue pendant plusieurs années, relation d'amitié avec un professeur américain d'une grande université américaine que j'avais rencontré alors que j'y faisais un séjour d'échange pendant une année, puis une amitié longue s'est nouée et les divergences, les désaccords ont fini par avoir raison justement de cette amitié. Vous dire aussi que je suis assez touché d'intervenir ici à Genève, parce que c'est à Genève qu'est née l'idée de cet ouvrage en recevant un SMS de ce professeur auquel je ne me sentais plus à force de répondre et je me suis dit, mais voilà, il faut répondre comme ça à travers cette lettre et donc c'était au bord du lac Léman, à quelques centaines de mètres de là. SMS qu'on peut lire en début d'ouvrage. Exactement. Donc il y a cette particularité qui me touche beaucoup. Évidemment, il ne s'agit pas d'un livre sur Donald Trump, mais sur la façon dont l'élection américaine, et notamment l'élection américaine de 2020, m'a semblé symboliser ce qu'est devenu aujourd'hui l'idéologie progressiste, qui me semble-t-il n'est que le versant politique de la société des machines, dans sa dimension un peu sentencieuse, intolérante. Et je trouve que cette affaire l'a finalement très très bien résumé, où il est devenu impossible en réalité de se parler. Ça vaut pour la conversation civique aux États-Unis, en Europe, mais jusque dans nos cercles les plus intimes. Et cette relation rompue l'illustre d'une certaine façon. Et si j'ai fait le choix de publier ce texte, c'est parce que je sais que cette rupture amicale n'est qu'un exemple parmi des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'autres de ces relations fragilisées par la folie du monde et la folie du monde moderne. Et alors, pour répondre à votre question sur Donald Trump, c'est vrai que j'étais encore très présent aux États-Unis lorsqu'il a commençait à émerger dans le débat politique. C'était une figure connue de la part des Américains, mais au tout départ, sa candidature semblait en vérité assez loufoque. Et je me trouvais justement aux États-Unis à l'été 2016, chez cet ami professeur qui m'avait invité chez lui pour l'été, et je regardais les chaînes américaines, les principales chaînes d'information,
qui témoignaient toutes dans leur traitement de la candidature Trump d'un mépris de classe, d'un mépris intellectuel assez colossal et au moyen d'arguments qui me semblaient complètement fallacieux. Et je crois beaucoup aux vertus de l'orgueil en politique, et c'est à ce moment-là que j'ai eu une forme de sursaut d'orgueil de me dire mais comment ces gens qui d'une certaine façon témoignent d'une telle bêtise, d'une telle absence de profondeur dans leurs éditos, se permettent de juger des millions, des dizaines de millions d'Américains s'apprêtant à porter leur suffrage sur Donald Trump. Et effectivement, cette couverture journalistique ensuite n'a fait qu'accroître la pression, une forme d'injonction sur l'opinion publique, à la fois pour focaliser le temps d'antenne sur les méfaits supposés de ce monsieur Trump, conservateur, sur les questions de société, réputé proche de la Russie, avec aussi ces accusations d'ingérence russe dans l'élection de 2016, et puis occultant de l'autre côté les défauts de son adversaire. Le résultat, c'est que 4 ans de présidence Trump, puis 4 ans de présidence démocrate, ont plutôt démontré en fait que la politique belliciste était du côté des démocrates et que la division profonde de la société avait été le produit aussi de la politique démocrate. Donc c'est contre ce discours qui m'a paru mensonger, voilà, que j'ai aussi voulu m'élever, et ça a été un point d'achoppement clairement avec ce professeur américain qui et d'une certaine façon la figure typique du démocrate, c'est-à-dire des classes plutôt aisées américaines, dans un microcosme qui se pense éclairé, qui se pense ouvert, mais qui, quand on creuse un peu, fait preuve d'une intolérance et d'une étroitesse d'esprit assez considérable. Oui, vous dites que Donald Trump, finalement, s'est avéré être un président qui n'était pas il était difficile de critiquer après coup. Est-ce que vous pensez que le traitement malhonnête s'est poursuivi suite à cette présidence après 2020? Est-ce que la critique s'est poursuivie? Actuellement, est-ce que ça se poursuit encore? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les médias se sont repentis de la façon acerbe dont ils avaient attaqué le président? Il y a une forme de pragmatisme qui s'est installée dans le traitement journalistique, que ce soit aux États-Unis comme en Europe d'ailleurs, parce que Donald Trump a gagné. Et donc, cela démontrait aux patrons de chaînes d'information que ceux qui regardaient leur chaîne potentiellement votaient Donald Trump. Donc aujourd'hui, le discours a changé sur Donald Trump. C'est vrai à Paris, c'est vrai à Genève, c'est vrai à Washington. Il n'empêche que on a laissé passer certaines choses pour lui, comme on en aurait laissé passer pour aucun autre. Regardez, il y a quelques semaines maintenant, le président Trump a été victime d'une tentative d'assassinat. Ça a fait la une des médias pendant 2 jours. Certains médias se sont même engouffrés dans des théories du complot folles, c'est-à-dire qu'il aurait organisé lui-même cette tentative d'assassinat pour se faire passer pour une victime et s'attirer la sympathie du public américain. Et cette affaire-là est complètement oubliée aujourd'hui. Et donc, il y a ce tempo infernal qui, je pense d'ailleurs, bien au-delà de la question américaine et de la question des pouvoirs aux États-Unis, participe beaucoup du malaise contemporain, où une actualité, même la plus importante, même celle qui est la plus révélatrice sur l'esprit d'un temps, en chasse une autre. Et aujourd'hui, à nouveau, 1 mois ou 2 mois après sa tentative d'assassinat, on accuse Donald Trump d'être une menace pour la démocratie américaine, alors que de toute évidence, c'est plutôt le camp d'en face qui a montré qu'il était capable de tout pour conserver le pouvoir et pour tenter de réduire au silence ses adversaires politiques. Sur quoi ils se sont basés récemment pour affirmer que Donald Trump était une menace pour la démocratie? Je crois qu'il y a plusieurs questions aujourd'hui qui cristallisent véritablement l'hystérie du débat public occidental et notamment aux États-Unis. Il y a les questions migratoires, bien sûr, mais il y a aussi les questions dites de société. Et d'ailleurs, vous m'avez demandé si le discours journalistique avait évolué sur Donald Trump,
il a un peu évolué parce que Donald Trump est devenu président des États-Unis, parce que son successeur a démontré qu'il suffisait pas d'être démocrate pour faire de bonnes choses, mais aussi parce que Donald Trump a, compris qu'il y avait certains tabous aux États-Unis. Il a intégré ces tabous à ses propres propositions. Je pense par exemple à la question de l'avortement, qui divise beaucoup chez les républicains. Vous avez des républicains qui sont complètement anti-avortement et très favorables au revirement de la Cour suprême US sur l'arrêt Roe Wade, exactement. Et lui a adopté une approche un peu plus pragmatique en disant c'est pas tout ou rien. Et ça a aussi rassuré beaucoup, y compris d'ailleurs dans les milieux journalistiques. Mais enfin, au départ, il était accusé d'être le pire des réactionnaires au service d'intégristes religieux, etc. L'histoire a montré que c'était absolument pas le cas. Mais donc ça, c'est des points d'achoppement aujourd'hui aux États-Unis, et je pense que de façon plus large, dans le camp occidental, dans le monde occidental, se pose la question de l'identité et des affirmations identitaires. Et moi, mon modeste point de vue, c'est de dire que je crois que la modernité technicienne, agit un peu comme un dissolvant sur les cultures, qu'elle confronte en fait en les mélangeant sur les modes de vie, et que la question identitaire qui allait de soi, en réalité au siècle dernier, on se la posait même pas cette question, est aujourd'hui devenue la grande question de beaucoup d'individus, d'où les phénomènes sur trans, d'où le phénomène woke, etc. Et donc ça, ce sont des points de cristallisation du débat politique et de l'affrontement politique, et Trump, d'une certaine façon, a incarné cette cristallisation. Peut-être juste une petite remarque avant qu'on poursuive dans les questions. Vous dites que les médias se sont entre guillemets calmés après coup, après les 4 ans de présidence de Trump. On a quand même une enquête de Project Veritas, vous en avez peut-être entendu parler, qui montre qu'un directeur technique de CNN a affirmé que la chaîne avait utilisé la propagande pour affaiblir le président Trump en 2020 encore. Donc un enquêteur de Project Veritas a enregistré secrètement ce directeur alors qu'il était en train d'affirmer, je le cite, « Regardez ce que nous avons fait, nous avons évincé Trump ». Il a ajouté en faisant référence à de la désinformation qui était véhiculée sur l'état de santé de Trump. Nous étions en train de créer une histoire de toutes pièces alors que nous n'en savions rien. Je pense que c'est de la propagande. C'est quand même des révélations qui sont assez choquantes. Je veux dire, 4 ans après la présidence de Trump, certains médias, dont CNN, ont encore tenté de le descendre. Bien sûr, et il a été objectivé par des sources indépendantes. Là, je suis pris de court, donc je peux pas vous dire laquelle, mais Elon Musk s'en fait souvent l'écho, que la couverture médiatique concernant Donald Trump, y compris sur des médias conservateurs comme Fox News d'ailleurs, est plutôt négative ou démesurément négative comparée à la couverture médiatique de son adversaire démocrate. Et d'ailleurs, dans les médias, y compris les médias mainstream, Kamala Harris, c'est plutôt pour un espoir déçu. C'est-à-dire qu'au départ, on s'était dit, bon, Joe Biden est quand même assez âgé, c'est une femme, elle est plus jeune, elle est un peu plus radicale aussi. Et les démocrates avaient placé beaucoup d'espérances dans Kamala Harris, espérances qui ont été déçues, c'est-à-dire qu'elle a été une vice-présidente quasiment absente pendant 4 ans, et de ce statut-là qui avait été quasiment officialisé, y compris au niveau médiatique, et aujourd'hui c'est l'espoir du monde libre. Donc il y a eu aussi ce changement-là du côté médiatique. Mais je pense qu'une des chances, alors moi j'ai un avis assez mesuré sur Elon Musk, parce que c'est que on peut pas comprendre la prise en otage ou la confiscation du débat démocratique sans s'intéresser au modèle économique de ces médias, qui est un modèle économique qui est profondément déficitaire aujourd'hui, et qui nécessite donc l'intervention de personnes qui ont de l'argent, qui savent qu'en possédant tel ou tel média, ils vont perdre de l'argent, et donc en fait, ils n'achètent pas un levier de richesse, ils achètent un levier de richesse indirect par l'influence que ça leur apporte. Et
il y a derrière les questions vraiment politiques dont on débat une vraie problématique sur le modèle économique aujourd'hui des médias dominants. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, si ils avaient la conviction au fond d'eux que Trump allait l'emporter là en 2024, ils seraient tous trumpistes. Ils sont prêts à acheter toutes les idéologies tant qu'elles servent leurs intérêts. Vous dites aussi dans votre ouvrage que la figure de Donald Trump a fracturé les États-Unis, a fracturé le monde libre de façon générale. Est-ce que vous pensez que cette fracture, elle est irréversible? Ou est-ce qu'il y a encore un espoir de faire en sorte de réconcilier ces deux visions du monde qui sont totalement opposées? De façon générale, la démocratie, c'est de pouvoir se mettre d'accord sur nos désaccords. Et on est arrivé dans une ère post-démocratique parce que nous ne sommes plus capables de nous mettre d'accord sur nos désaccords. En partie du fait de la façon dont les gens s'informent. Par exemple, on est sur les réseaux sociaux sans cesse confirmé dans ses opinions préexistantes. Moi qui ai certains points de vue, je suis des gens qui partagent mon point de vue, qui relaient d'autres personnes qui partagent mon point de vue, et ça me donne le sentiment à la fin de la journée que tout le monde est d'accord avec moi, et que donc celui qui n'est pas d'accord avec moi est nécessairement soit un idiot, soit quelqu'un de mauvaise foi, soit quelqu'un qui a été acheté par une puissance étrangère ou autre. Donc le monde moderne favorise la création de ces boucles cognitives qui sont qui représentent de vraies menaces pour le débat démocratique. Après, il y a quand même une réalité aussi, et je peux pas la contourner pour répondre à votre question, qui est qu'il y a une partie de la sphère dite progressiste qui a complètement quitté aujourd'hui le monde de la raison. Je regardais en venant ici, j'étais sur mon téléphone portable, je regardais que le fondateur, par exemple, du mouvement pro-palestinien à Sciences Po, a écrit son mémoire sur les droits des queers en Palestine. C'est complètement ahurissant, si vous voulez. C'est-à-dire, je peux comprendre qu'on soutienne la Palestine, je peux comprendre qu'on soutienne le mouvement queer, mais d'essayer de mêler les deux et de montrer qu'il y a une forme de cohérence, alors qu'on sait très bien que ce qui passe chez nous ne passe pas là-bas, c'est que vous avez quitté complètement le champ de la raison. Et aujourd'hui, beaucoup de militants, ça vaut aussi d'ailleurs dans nos rangs, mais partent de la conclusion et tordent le réel pour justifier la conclusion de laquelle ils sont partis. Et avec ce genre de processus intellectuel, on ne peut pas en fait maintenir un débat public, un débat démocratique de qualité. Et le risque, c'est que, faute de pouvoir avoir cet véritable affrontement des idées, on en arrive à la guerre civile. Je vous propose qu'on passe à la suite de l'ouvrage qui parle un peu de le deuxième versant qui a achevé de diviser les Américains et le monde et qui achève de rompre l'amitié entre Rémi et P. C'est la pandémie de Covid-19 que vous percevez comme une dérive totalitaire du progressisme. Certains pourtant pourraient estimer que vous adoptez ici une posture qui est idéologique et inflexible, qui manque de nuances et que votre rigidité elle est comparable, et ça on peut le dire aussi peut-être pour la question des démocrates et des républicains, que cette rigidité elle est comparable à celle que vous dénoncez justement chez votre ancien mentor, chez votre ancien professeur. Qu'est-ce que vous répondriez à ces critiques? Il y a une différence quand même fondamentale, même de nature, entre cette conviction forte que j'exprime et ce qui s'est exprimé pendant le Covid. C'est que je n'ai, à titre personnel, privé personne d'accéder au restaurant, à l'hôpital, de pouvoir dire adieu à ses proches. Or, cette politique a conduit précisément à cela. Et là, je n'évoque même pas le débat scientifique sur est-ce qu'il y avait des traitements, est-ce qu'il était dangereux d'avoir recours aux injections, etc. Là, je ne rentre même pas dans ce sujet-là. Mais parce qu'on a pris peur, parce que cette peur a été montée en épingle, a été travaillée, on a fait accepter l'inacceptable aux opinions publiques occidentales, trahissant par là même les codes d'éthique et les principes fondamentaux d'ailleurs de ces grandes démocraties qui jadis n'avaient pas vacillé pour des problèmes bien plus meurtriers que ne l'a été le Covid-19. Et donc j'ai vécu ça aussi. J'ai vécu dans ma chair
les adieux interdits, la privation d'accès à l'espace public, aux loisirs, la vie empêchée par le refus de se soumettre à cette folie du pass sanitaire puis vaccinal en France. C'est toute la différence entre le point de vue que j'exprime, qui est peut-être un point de vue fort, mais la réalité surtout, qui nous a été comme jetée à la figure de millions de Français pendant ces 2-3 années de folie, et qui marque vraiment l'ouverture de quelque chose. C'est-à-dire que là, je crois qu'on est l'ère de la post-vérité, l'ère d'une forme de délire un peu généralisé. Tout ça était assez sous-jacent, ça existait, mais c'était sous-jacent. Avec le Covid-19 et la gestion qui en a été faite, cette logique-là est devenue manifeste, ce qui est à double tranchant d'ailleurs. À la fois, il y a quelque chose d'absolument terrible dans le fait de se sentir trahi par son gouvernement, trahi par son pays. Enfin, je suis pas très âgé, mais je me souviens d'une époque quand même où les grands débats qui divisaient à table le soir de Noël, c'était des questions ayant trait à la réforme des retraites, est-ce qu'il faut plus ou moins d'immigration. Enfin, on n'était pas sur ces questions-là vitales, comme aujourd'hui, de se dire est-ce que il faut légaliser l'euthanasie pour les personnes mineures, est-ce qu'on peut faire l'avortement à 9 mois de grossesse pour détresse psychosociale, est-ce qu'on peut empêcher les gens d'aller au restaurant parce qu'ils refusent de présenter un QR code. On est entré dans un autre monde et qui rend justement cette atmosphère politique, cette atmosphère sociale hyper conflictuelle. On a ce que René Girard décrivait comme la montée aux extrêmes. On est dans un phénomène là de montée aux extrêmes. Ça signifie aussi, et j'en terminerai par là, que dans nos rangs, si j'ose dire, il faut prêter garde à ne soi-même pas devenir une forme de miroir inversé de la société que nous dénonçons. Et j'observe aussi depuis quelques mois beaucoup de délire, beaucoup de sectarisme, beaucoup de dogmatisme, y compris parmi ceux avec lesquels j'ai combattu, par exemple, pendant le Covid-19. Alors je dis attention, voilà, ne devenons pas le miroir inversé de cette modernité que nous dénonçons. Oui, c'est un rappel important, je pense. Merci beaucoup. Oui, d'ailleurs, selon un article de l'Université d'Oxford, les efforts gouvernementaux pour contenir le virus ont souvent dérivé vers un autoritarisme évident. C'est vraiment une étude d'Oxford qui montre ça. Ils vont même jusqu'à parler d'une approche, je les cite, inspirée de Wuhan, qui prône une réponse totale et extrême pour contenir le virus. Donc ils vont jusqu'à comparer nos gouvernements libres et démocratiques à un régime autoritaire. Et ils disent également qu'ils ont établi un dangereux précédent pour les futures pandémies et les catastrophes. Vous pensez qu'à l'avenir, ils vont commencer à se servir de plus en plus de cette façon de faire, de réprimer les populations, de contrôler les mentalités? Oui, puisque le point d'ancrage a été déplacé. Et j'en veux pour preuve la tenue des Jeux Olympiques en France cet été. Vous en parlez en début d'ouvrage. Où dans certains quartiers du centre de la capitale, il était nécessaire de présenter un QR code pour accéder à son domicile. Finalement, tout ceci n'a pas déclenché de mouvement de protestation. Il y a eu des recours devant le Conseil d'État, des choses comme ça, mais même dans l'opposition, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Donc, ça signifie qu'on s'habitue. Et on s'habitue à un changement, tout simplement, de modèle, un changement de régime. Je dis dans l'ouvrage que le Parti démocrate américain et le Parti communiste chinois me semblent être les deux grandes menaces finalement pour le monde libre. Et alors ce qui est assez étonnant dans cet affrontement justement entre la Chine et les États-Unis, c'est que tout en prétendant s'affronter l'un l'autre, on s'inspire aussi l'un l'autre. Et une fois que la Chine avait mis en place une politique liberticide, quasiment totalitaire, oui, de lutte contre l'épidémie, il a paru assez normal au reste du monde de l'imiter. Je vous propose qu'on s'intéresse un instant sur le titre de l'ouvrage, La chute de Prométhée, qui fait référence au mythe grec de Prométhée, une figure emblématique de la révolte contre les dieux et de la quête de savoir pour l'humanité. Donc, dans la mythologie grecque, Prométhée a volé le feu aux divinités pour
le donner aux hommes, leur offrant ainsi la connaissance et la technologie. Ça nous rappelle effectivement un peu notre société actuelle dans laquelle le matérialisme a fini, je crois, par prendre le pas sur la croyance dans le divin. C'est à ça que vous faites référence avec ce titre? Oui, exactement. Je pense que la deuxième partie du deuxième millénaire a été marquée par l'humiliation de l'homme. L'humiliation par Copernic, l'héliocentrisme, l'homme n'est plus le centre du monde, mais il vit sur une planète qui tourne autour du Soleil. L'humiliation par le darwinisme, l'homme n'est pas créé ex nihilo tel quel, en tout cas ce qui n'exclut pas du reste la foi et la foi chrétienne. Hein. Ce n'est pas du tout une remise en cause, je suis moi-même un fervent chrétien, mais en tout cas il n'a pas été créé comme ça, tel quel, dans sa version finale. L'humiliation par la psychanalyse, l'homme n'est pas spontanément bon, il n'est pas spontanément moral. Certaines de ses actions sont motivées par un inconscient barbare. Et la technologie s'est présentée comme, c'est le philosophe russe Berdyaev qui le dit, comme avec sa force de réalisation vengeresse pour remettre l'homme sur son trône. Et cette promesse initiale, qui était celle d'une émancipation, en partie réussie du reste, de l'homme au moyen de la technique, est en train de se retourner un peu contre lui-même. Et on voit bien comme la société technologique aujourd'hui complique aussi nos rapports à la liberté, les trouble. L'homme est devenu une sorte de variable d'ajustement du monde moderne. Il y fait figure, je crois que Bernanos disait, la société des machines est elle-même une machine. Eh bien, dans cette machine-là, l'homme fait figure de rouage. Et pour qu'un rouage remplisse son rôle dans une machine, il faut que ce rouage-là soit parfaitement ajusté. Et c'est ça la logique, la philosophie profonde de cette société des contraintes impersonnelles, des QR codes, des injonctions, de cette injonction d'ailleurs paradoxale, à la fois libertaire et liberticide, à la fois pour rentrer chez vous pendant les Jeux Olympiques, vous avez dû présenter un QR code, mais en même temps, une fois que vous étiez dans votre appartement, depuis votre balcon, vous avez pu observer des danseurs ou des comédiens nus, mimant la scène, comme ça, devant des milliards de téléspectateurs médusés. Donc, c'est une crise de la liberté que nous vivons. Et donc, dans un monde qui n'est plus libre, eh bien, tantôt il est libertaire, tantôt il est liberticide. Ce que nous devons, c'est retrouver un chemin de liberté, je crois. Oui, c'est très inspirant. Merci pour cet appel à retrouver quelque chose qui semble avoir été perdu au cours de ces derniers siècles. C'est important, je pense, cet appel. J'aimerais juste quand même relever une chose qui m'a intriguée dans votre ouvrage. Vous soulignez que la désacralisation de la vie, celle dont vous faites mention à l'instant, est particulièrement visible en Occident, où règne l'incertitude, je vous cite, entre la côte ouest de l'Amérique et la frontière est de l'Europe, rien n'est sûr. La question que je me pose, c'est peut-on vraiment dire que la profanation et le mépris de la vie opèrent seulement dans cette partie du monde? J'ai juste quelques idées qui me viennent en tête, par exemple quand je pense au Cambodge, je pense à Pol Pot, les atrocités qui ont été commises sous son régime, je pense au massacre de Tiananmen en Chine, les révolutions culturelles qui ont entraîné la mort de millions de Chinois, je pense à des pratiques plus contemporaines comme la persécution des minorités en Chine, les prélèvements forcés d'organes, le Japon dont la moralité a baissé drastiquement, les viols qui se multiplient en Inde au quotidien. Donc je ne partage pas totalement l'idée que cette crise morale et cette désacralisation elle soit propre à l'Occident. Est-ce que j'ai mal compris votre vision? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, enfin, au risque de vous surprendre, je suis assez d'accord avec vous. En fait, je pense que l'Occident meurt aussi en s'inspirant de contre-modèles, et vous les avez cités, peut-être parce qu'il doute de lui-même, peut-être parce qu'il se dit que il est de plus en plus difficile de tenir ces hommes soumis à tant de contraintes et que pour maintenir une forme de cohérence, eh bien, on va aller user de méthodes qui ne correspondent pas fondamentalement à ce que nous sommes en tant que peuple chrétien. J'ajouterais, pour répondre à votre question, on a beaucoup parlé du conflit entre les États-Unis et la Russie, et aujourd'hui, il y a, en partie à juste titre d'ailleurs, dans nos rangs, une vision très anti-occidentaliste de façon générale qui est en train de se développer.
et qui laisse effectivement, de façon assez occultée, finalement prospérer l'influence de régimes qui ne sont pas eux non plus au service de nos intérêts, qui ne sont pas eux non plus alignés avec notre vision de l'homme et de la liberté. Et je pense qu'il ne faut pas être complètement dupe de ce jeu-là. C'est bien de dénoncer les ingérences américaines, etc. Et elles existent. Mais il n'y a pas que les États-Unis qui font de l'ingérence. Certaines personnes engagées, j'en fais partie, en ont été même directement témoins. Et donc, il faut aussi le savoir. Voilà. Et je crois que de remettre à sa place un ami, un allié, c'est pas forcément se précipiter dans les bras de ses adversaires. Et j'espère que la classe politique française de demain saura éviter cet écueil. Pour le moment, je crains qu'elle n'y tombe avec une certaine facilité, pour tout vous dire. Juste une question, à quoi vous faites référence quand vous parlez d'ingérence que vous avez vécue personnellement? Vous voulez que j'ai des problèmes? Vous n'êtes pas obligé. Les États-Unis ne sont pas le seul pays du monde à tenter des ingérences, et vous avez des grands pays, très grands pays, à l'est de nos frontières, qui sont également très actifs dans la tentative de déstabilisation de nos sociétés. Et à nouveau, il ne s'agit pas de les diaboliser, il ne s'agit pas de dire que la Chine est le grand méchant, mais d'en avoir tout simplement conscience et d'être toujours au clair sur la démarche qu'est la nôtre. Est-ce qu'on veut la liberté pour la France, la liberté pour le pays dans lequel on vit, ou est-ce qu'on est simplement dans le rejet systématique, quasiment pavlovien, de l'ordre tel qu'il est aujourd'hui établi? Et donc oui, j'en étais le témoin direct. Il y a des puissances étrangères qui ne sont pas nécessairement américaines et qui tentent évidemment d'influencer l'opinion publique occidentale et de s'ingérer dans le débat français, c'est évident. Avant qu'on conclue, j'aimerais vous poser une dernière question en lien avec les machines qui nous rendent otages, justement Prométhée, le début de cette industrialisation des machines. Non seulement ces machines, elles facilitent nos vies, mais en dictant nos besoins et nos routines, elle prend vraiment, elle a une emprise sur les êtres humains. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de retrouver une forme de liberté face à ces technologies? C'est compliqué parce que la technologie est très ambivalente. Elle nous enserre dans ses liens. Le système technologique en tant que tel prive progressivement l'homme de sa liberté, mais chaque technologie prise séparément passe pour un bienfait et constitue plutôt une forme de libération. Enfin, personne aujourd'hui ne voudrait renoncer au téléphone pour appeler sa grand-mère ou à l'avion pour voyager à l'autre bout du monde. Et donc c'est très pernicieux d'une certaine façon. Et je crois que la prise de distance, moi je plaide pas pour une rupture avec le monde technologique, mais pour une prise de distance. Et cette prise de distance implique aussi d'être au clair avec ce qui nous en coûtera. Voilà. Et il nous en coûtera de nous éloigner de l'emprise technologique. Et ça, je crois qu'il faut le dire, il faut être très, très, très clair là-dessus. Il y a des philosophes qui, à l'image de Jacques Ellul, Kaczynski, pensent que c'est tout ou rien, que c'est soit la technologie qui transforme l'homme en nouveau cerf, soit le monde pré-industriel et se dispenser de toutes les facilités aussi qu'offre la technologie. J'espère qu'une conciliation est possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a déjà dépassé de loin le stade où la technologie a l'avantage, puisqu'aujourd'hui on va jusqu'à dénaturer l'homme, à imaginer qu'il puisse conserver une forme d'utilité ou de valeur dans ce monde en changeant son être avec un grand E par le transhumanisme, par exemple. Et là, ça renvoie aussi à la question des régimes que vous évoquiez, comme le régime chinois. Donc, on a dépassé de très loin le point d'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'on doit revenir à zéro, mais peut-être avoir une approche plus mesurée et aussi plus consciente de toutes ces problématiques. Malheureusement, la médiocrité de la classe politique française
empêche de penser véritablement ces questions. Merci beaucoup, Monsieur Merci, Tell, Laetitia. pour cette invitation à nous libérer de nos chaînes, cette injonction à nous mettre d'accord sur nos désaccords, comme vous le disiez en début d'interview. C'est très important. Je pense que ce sont des valeurs fondamentales qu'on a perdues, la discussion, l'ouverture d'esprit, l'échange. Je pense que c'est important de retourner à ces valeurs fondamentales et je vous remercie pour cette discussion qui a été rafraîchissante. J'espère à tout bientôt pour Merci de votre poursuivre. invitation. J'en étais très content et très touché. Et salutations à vos téléspectateurs.